Donc, il y a beaucoup donc, on retourne encore au montage qu'a assemblé Julie pour cette présentation. Et puis, on voit qu'il y a des photos à la fois des astronomes dans le passé ainsi que des astronomes à présent. Même parmi les astronomes dans le passé, je ne peux pas vous décrire tout le monde. Donc, on va viser les 4 femmes qui sont encerclées ou qui sont encadrées par un carré rouge. Et puis, je vais procéder en ordre chronologique. Donc, premièrement, je vais vous introduire Annie Jump Cannon. C'est une astronome américaine qui a vécu de 1863 à 1941. Donc, on voit en haut à droite ici, c'est une image d'Annie au travail. Donc, elle catégorisait des plaques astronomiques. Euh, donc, depuis un très jeune âge, elle a montré un intérêt en astronomie et puis sa mère était un modèle qui lui permettait de poursuivre ces intérêts-là à un très jeune âge. Donc, entre les deux, ils avaient un ancien manuel d'astronomie. Donc, Annie était capable d'apprendre à propos des étoiles ainsi que des principes en physique avec ce vieux manuel-là. Donc, elle a obtenu une formation en physique au collège Wellesley en Massachusetts en 1884, pardon. Et puis après ça, elle est partie pour voyager le monde pour faire de la photographie. Donc, à ce temps-là, la photographie était une technologie qui était très nouvelle. Donc, pendant ses voyages, elle a contracté la scarlatine qui la rend presque sourde. Et à environ ce même temps-là, sa mère est morte. Et puis, sa mère était une des personnes qui était la plus encourageante du point de vue de l'astronomie. Donc, Annie Jump Cannon est retournée à Massachusetts où elle a contacté un de ses anciens professeurs au collège Wellesley pour demander s'il y avait la possibilité d'un emploi. Et par la suite, elle a été embauchée pour enseigner en physique dans le début des années 1900. Donc, pendant ce temps-là, elle était capable de prendre des cours d'astrophysique avancée au collège Radcliffe. Et le collège Radcliffe, c'est un collège qui a été établi juste à côté du collège Harvard pour permettre aux professeurs à Harvard de donner des lectures aux femmes. Parce qu'à ce temps-là, les femmes n'étaient pas permises à Harvard. On n'accordait pas des diplômes. Donc, elle a été capable d'enregistrer à Radcliffe et puis par la suite obtenir une maîtrise en astronomie en 1907. Donc, pendant qu'elle était au collège Radcliffe, elle a rencontré un professeur à Harvard qui s'appelait Edward C. Pickering. Et puis, elle a été employée par Pickering pour classifier des étoiles. Et c'est ça qui est montré dans la photo en bas. Enfin, Pickering n'employait que des femmes pour analyser ces plaques photographiques. Donc, les hommes prenaient les observations au télescope pendant la nuit, et puis les femmes analysaient les plaques photographiques pendant la journée. Et puis, ces femmes-là étaient appelées les femmes de Pickering. Et puis, l'histoire est que Pickering a essayé d'employer des hommes pour faire cette analyse-là, mais il a trouvé que les femmes, et en particulier sa femme de ménage, étaient beaucoup meilleures que les hommes à faire cette classification-là. Donc, après un certain temps, il n'employait que des femmes. Donc, Annie Jump Cannon était experte à classifier des étoiles. Elle a classé plus d'étoiles dans sa vie que n'importe qui d'autre. Donc, elle a classifié 350 000 étoiles pendant sa vie. Et pour vous donner une idée, Edward Pickering lui-même, donc le professeur qui a employé Cannon, a seulement classifié 10 000. Et donc, pour classifier 350 000 étoiles dans une vie, il fallait être capable de classifier une étoile donc 20 étoiles par heure ou une étoile chaque 3 minutes. Donc, c'est un trou qui est étonnant pour la classification. Donc, suite à ces découvertes, Cannon fut la première femme à recevoir un doctorat honorifique à Oxford et elle a créé le prix Annie Jump Cannon de la Société américaine d'astronomie qui est encore en vigueur aujourd'hui. Donc, la contribution astronomique importante qu'a fait Annie Jump Cannon, c'est qu'elle a conçu le système de classification des étoiles qui est encore utilisé aujourd'hui. Donc, on voit en arrière-plan dans ce slide, il y a un spectre. Et puis, pour ceux qui n'ont pas déjà vu un spectre, donc c'est un spectre du Soleil. Et puis, l'idée ici, c'est que chaque rangée horizontale représente une partie du spectre électromagnétique au visible. À partir du rouge, aller en haut ici à gauche, aller jusqu'en bleu qui se trouve en bas ici à droite. Et puis, on voit
à travers ce spectre-là qu'il y a il y a des petits coches noirs, et puis ces coches noires représentent des raies spectrales d'absorption dans l'atmosphère du Soleil. Donc, l'idée, c'est qu'il y a des éléments dans l'atmosphère du Soleil qui absorbent le rayonnement à ces longueurs d'onde en particulier. Et Cannon a constaté qu'il y avait une raie spectrale en particulier qui était une très bonne raie pour classifier les étoiles. Et c'est ça qui est montré en haut ici à droite. On voit la classification des étoiles modernes. Donc, en bas de chaque petit. Donc, les dessins représentent les étoiles de différentes tailles et de différentes masses et brillances. Et puis, en bas des étoiles, il y a M, K, J, F, A, B et O. C'est ce système-là que Annie Jump Cannon a développé. Et puis, c'était un système qui était beaucoup meilleur au système qui était disponible à son temps. Il y avait un système à la fois très complexe et puis un autre système qui était trop simple. Et puis, en fin de compte, on a trouvé que le système de Jump Cannon, c'est le système qui mieux représente la physique des étoiles. Donc, passons maintenant à Ali Hubert Douglas. C'est une astronome canadienne qui a vécu depuis 1894 jusqu'à 1998. C'est la femme elle a eu le premier doctorat en astrophysique de l'Université McGill au Québec. Enfin, c'était le premier doctorat qui a été accordé par l'Université McGill et le premier au Québec. C'était en 1926. Et c'était une des premières femmes en Amérique du Nord à obtenir ce diplôme-là. Donc, Ali a étudié un petit peu à Montréal, donc à la fois en Angleterre parce que ses parents sont morts très jeunes, euh, ainsi qu'à Montréal. Et puis pendant ses études à Montréal, elle a toujours euh, euh, pensé que son genre était un facteur qui limitait ses capacités en sciences. Donc, par exemple, en école secondaire, il y avait un club de sciences, mais elle n'était pas permis de joindre ce club-là parce qu'elle était une femme. Donc, ce qui arrivait, c'est que son frère laissait la porte un petit peu ouverte pendant les réunions du club de sciences. Et puis, Vibert Douglas passait dans le couloir et puis elle pouvait entendre ce qui était discuté au sein du club de sciences, même si elle n'était pas permis de traverser la porte. Donc, elle a eu une bourse pour étudier à l'Université McGill qui a été interrompue par la Première Guerre mondiale, mais néanmoins, elle a obtenu son doctorat en 1926. Et puis, elle est la première astronome canadienne à obtenir ce diplôme-là. Donc, elle a effectué de la recherche à McGill pendant 14 années avant de déménager à Queens en 1939. Donc, elle a étudié les étoiles. On va parler un petit peu de ça. Mais lorsqu'elle a déménagé à Queens, elle est devenue à la fois la doyenne des femmes ainsi qu'une professeure d'astronomie jusqu'à sa retraite en 1964. Elle a joué un rôle très important dans le développement de l'astronomie amateur au Canada. Donc, elle était la présidente nationale de la Société royale d'astronomie au Canada. Donc, c'est une des sociétés pour les amateurs en astronomie les plus importantes au Canada. Et elle était fondatrice de la section de cette société de Kingston qui existe encore. Et enfin, elle était officier de l'Ordre du Canada. Donc, Ali Hubert Douglas recherchait les étoiles. Enfin, elle était intéressée à l'effet Stark, donc le décalage de rays spectrales à cause de la présence d'un champ électrique dans l'atmosphère de l'étoile. Mais elle a joué un rôle encore plus important dans le développement des femmes en sciences et en génie en Ontario. Donc, parce qu'elle était doyenne des femmes, elle a joué un rôle important dans l'accueil des femmes dans les programmes de génie et de médecine à Queens. Donc, aujourd'hui, ainsi que dans le passé, l'Université Queens est un centre important de découverte en Ontario. Et puis, parce qu'elle était doyenne, elle était capable de s'assurer que les femmes avaient un accès à la formation qu'elles avaient besoin pour devenir des professionnels à la fois en génie ainsi qu'en médecine. Donc, c'est une des raisons qu'elle est une figure très importante en astronomie canadienne. Passons encore un petit peu plus vers l'avant. Parlons de Helen Sawyer Hogg. Donc, elle a existé de 1905 jusqu'à 1993. Et puis, elle aussi est une Canadienne. Donc, elle a reçu son baccalauréat et pendant ses études en baccalauréat, sa classe a été en visite pour voir une éclipse solaire. Et puis, sa classe a été visitée par Annie Jump Cannon, dont on a déjà parlé. Et puis, ça lui a inspiré d'étudier l'astronomie à l'université. Donc, elle a eu sa maîtrise et son doctorat au collège Radcliffe à Massachusetts. On a déjà parlé de ce collège-là. C'est le collège à côté de Harvard parce que les femmes n'étaient pas permises d'obtenir des diplômes à Harvard à ce temps-là.
Et puis après son doctorat, elle était mariée à un astronome et puis elle a travaillé dans les observatoires à Victoria ainsi qu'à Toronto comme une assistante à son mari parce qu'à ce temps-là, c'était pas possible pour les femmes d'être employées par des observatoires. Donc, les deux déménagent à l'Université de Toronto en 1935 où elle continue à cataloguer les étoiles variables dans les amas d'étoiles. Et puis, elle a enfin eu une position ou un poste d'enseignement à l'Université de Toronto pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il n'y avait littéralement pas assez de professeurs mâles. Donc, les hommes sont partis en guerre, donc ils ont employé des femmes pour enseigner en astronomie et puis elle a gardé son poste euh, après la guerre. Donc, Sawyer Hogg était une des premières femmes astronomes à voyager, à travailler autour du monde dans les années 1930. À cette époque-là, ça ne se faisait pas si on était une femme. Et puis, elle a joué des rôles importants dans la Société d'astronomes professionnels au Canada. Donc, elle était la présidente fondatrice de la Société canadienne d'astronomie, ainsi qu'un officier de l'Ordre du Canada et a reçu le prix Stanford Fleming. Donc, Sawyer Hogg est une experte mondiale dans les amas globulaires. Elle étudiait les étoiles variables dans les amas globulaires. Et puis, les étoiles variables, si on mesure leur variation, on peut calculer la distance à cette étoile-là. Et donc, Helen Sawyer Hogg est une des premières personnes à calculer la distance aux amas globulaires. Et on pense que les amas globulaires font une partie importante de notre galaxie, la Voie lactée. Donc, elle était capable d'estimer la taille et la masse de notre galaxie pour la première fois. Et dans les années 30, c'était une œuvre très importante. Elle est aussi importante parce qu'elle a vulgarisé ou popularisé l'astronomie au Canada. Donc, pendant une trentaine d'années, elle a écrit des articles pour le Toronto Star qui s'appelait Avec les étoiles. Et puis, elle a aussi écrit un livre qui s'appelait en français Les étoiles appartiennent à tout le monde. Et puis, elle est vraiment responsable pour la popularisation de l'astronomie au Canada. Donc, l'intérêt de l'astronomie au Canada et donc l'existence de départements d'astronomie au Canada est vraiment à cause des efforts de Helen Sawyer Hogg. Discutons d'une dernière femme astronome importante dans le passé, Vera Rubin. Donc, elle a vécu de 1928 à 2016. Donc, elle a obtenu son bac. Donc, c'est une astronome américaine. Et puis, on voit en haut à droite ici, c'est l'astronome au travail. Et puis, en bas à gauche, c'est des photos d'environ 2014. Donc, c'est quelques années avant sa mort. Donc, elle a reçu son bac au Collège Vassar, donc c'est un collège pour les femmes, en 1948. Et puis, elle a obtenu son doctorat à Georgetown, à Washington, en 1954, malgré des obstacles considérables pour les femmes et les mères à cette époque-là. Donc, elle a fait une demande pour aller étudier à Princeton. Elle était la meilleure euh, euh, elle était la première dans sa classe à graduer de Vassar, mais Princeton, à ce temps-là, n'accordait pas de diplôme à des femmes, n'acceptait pas des femmes dans leur programme. Enfin, ça serait une autre trentaine d'années avant que Princeton accepte des femmes dans ses programmes. Elle a ensuite passé à l'Université Cornell, encore à New York, pour compléter une maîtrise. Les résultats de sa maîtrise étaient assez controversés. Et puis, ça, avec le fait qu'elle avait des jeunes enfants à la maison et qu'elle était enceinte avec un autre enfant, voulait dire que c'était vraiment difficile pour elle de voyager et de donner des présentations et des conférences. Souvent, il y avait des politiques qui disaient que des femmes enceintes n'avaient pas la permission de donner des conférences ou de donner des présentations et des conférences. Donc, parce que ses premiers travaux dans les amas de galaxies se sont révélés controversés, elle a changé de penchée et elle a mesuré au lieu la dynamique interne des galaxies. Et c'est pour ça que c'est dans ce champ-là qu'elle a fait ses plus importantes contributions. Et elle était chercheuse à l'institution Carnegie jusqu'à sa mort. Et ses contributions étaient assez importantes. Elle était élue à l'Académie nationale des sciences aux États-Unis et a reçu la médaille nationale des sciences ainsi que le prix Gruber international, entre plusieurs autres. Et les contributions de Vera Rubin sont dans le domaine de cosmologie. Ses observations ont formé ou font une partie importante de notre compréhension de la structure de l'univers aujourd'hui. Donc, ce que Vera a fait, c'est qu'elle a mesuré les vitesses de rotation des nuages de gaz dans les galaxies, en particulier les nuages de gaz qui étaient très loin du centre de rotation de ces galaxies-là. Et c'est ça qui est montré par le graphique ici en haut. Donc,
Sur l'axe des Y se trouve la vitesse de rotation des nuages et sur l'axe des X se trouve l'emplacement de ces nuages-là par rapport au centre de la galaxie. Et à ce temps-là, on s'attendait à ce que la vitesse de rotation allait décroître lorsqu'on passe lorsqu'on va de plus en plus loin du centre de la galaxie, parce que la force gravitationnelle diminue le plus loin qu'on est d'un centre de gravitation. Donc, ce qu'elle a observé au lieu de ça, c'est que les courbes de rotation, donc la vitesse orbitale des nuages de gaz elle est plate. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de matière sombre au sein des galaxies. Donc, les observations de Rubin sont vraiment les premières preuves convaincantes pour la communauté astronomique qu'il y avait de la matière sombre dans l'univers. Et aujourd'hui, la matière sombre, c'est la composante de matière la plus importante. Elle est comprise comme la composante de matière la plus importante dans l'univers aujourd'hui. Donc, avec quelques exemples historiques en main, passons maintenant à la deuxième partie de la présentation. On va parler un petit peu de facteurs à considérer lorsqu'on parle de l'astronomie au féminin. Et puis, on va parler en particulier de préjugés conscients et inconscients. Donc, il y avait certainement des préjugés conscients, en particulier dans le passé, qui affectaient l'astronomie au féminin. Donc, en d'autres mots, il y avait de la discrimination. Donc, la définition de la discrimination, je pense que tout le monde connaît ça, je l'ai tout simplement pris de Wikipédia, mais c'est le traitement injuste ou préjudiciable de différentes catégories de personnes ou de choses, notamment en raison de la race, de l'âge ou du sexe. Et puis, les exemples à travers lesquels j'ai passé démontrent que la discrimination était institutionnalisée à l'égard des femmes ainsi que d'autres dans le milieu universitaire, au moins jusqu'aux années 1970. Donc, avant les années 1970, c'était parfaitement acceptable de traiter les femmes différemment que les hommes, ainsi que d'autres groupes sous-représentés. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Donc, les préjugés conscients sont beaucoup moins acceptables au courant aujourd'hui. Je ne connais pas une institution où c'est acceptable de discriminer contre un certain groupe. Mais c'est important de comprendre que ça arrive quand même aujourd'hui. Et puis, donc, j'ai pris deux citations récentes de personnes en sciences. La première lit, donc ça dit, laissez-moi vous parler de mes problèmes avec les filles. Trois choses se produisent quand elles sont dans le laboratoire. Vous tombez amoureux d'elles, elles tombent amoureuses de vous et quand vous les critiquez, elles pleurent. Okay? Donc, c'est une citation de Dr. Tim Hunt. Il a gagné le prix Nobel en 2001 et puis ses commentaires ont été faits en 2015. Et encore plus récemment que ça, il y a une deuxième citation ici. Ça dit la physique est inventée et construite par les hommes. Ce n'est pas par invitation. C'est des commentaires du Dr. Alessandro Strumia, qui est professeur de physique à l'Université de Pisa. Il parlait à une salle remplie de jeunes femmes qui étaient physiciennes. Et donc, il a fait ses commentaires à l'accélérateur CERN. Et puis, c'était seulement quelques mois, donc en septembre 2018. Donc, la discrimination ou les préjugés conscients arrivent encore en astronomie et en physique aujourd'hui, mais comme j'ai dit, ce n'est certainement plus acceptable. Euh, en réponse aux commentaires d'Alessandro Strumia, donc si vous suivez les nouvelles, vous avez peut-être entendu parler de ça. Il y a une lettre qui a été écrite de la part de la communauté de physique à haute énergie pour contredire les commentaires de Strumia. Donc, si vous allez au site web particlesforjustice.org, ça contient le contenu de la lettre et puis c'est une longue lettre qui explique exactement pourquoi ces commentaires sont non seulement incorrects, mais inacceptables dans la communauté aujourd'hui. Et puis, il y a beaucoup d'astronomes qui ont signé cette lettre-là parce qu'il y a une correspondance importante entre la physique à haute énergie et puis l'astronomie aujourd'hui parce qu'on pense que les particules qui peuvent expliquer la matière sombre peuvent être produites dans les accélérateurs à haute énergie. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter ce site web-là. Donc, les préjugés conscients, tout le monde connaît ça. Mais il y a aussi un autre facteur qu'on apprécie est aussi très important, et puis c'est l'ensemble de préjugés inconscients, ou ça s'appelle aussi la cognition implicite. Donc, la définition de cognition implicite, c'est l'ensemble d'influences inconscientes, telles que la connaissance, la perception ou la mémoire, qui influencent le comportement d'une personne, même si elle-même n'a aucune conscience de ces influences-là. Donc,
Et puis les études montrent qu'il y a de nombreux professionnels qui sont inconsciemment préjugés contre les femmes et autres groupes. Donc, un exemple se trouve ici en bas à gauche. Donc, il y a deux résumés ou deux CV. Les CV sont identiques. Enfin, j'ai copié-collé les deux CV. Et puis, la seule différence entre les deux CV, c'est le nom au haut du CV. Donc, le CV à gauche a été écrit par Sylvain Leblanc et le CV à droite a été écrit par Sylvie Leblanc. Donc, il y a des recherches importantes en sciences sociales qui démontrent que des ensembles de professionnels qui sont donnés exactement les mêmes CV, sauf pour le nom en haut, vont avoir tendance à donner Sylvain Leblanc la position pour laquelle il fait demande et non pas Sylvie Leblanc. En d'autres mots, les CV identiques sont classés différemment seulement à cause du nom. Et puis cet effet, il y a beaucoup d'autres effets dont on pourrait en parler, mais l'idée ici, c'est que c'est pas que les personnes sont euh, euh, évaluent consciemment Sylvie et Sylvain différemment, mais c'est l'ensemble de leurs expériences qui leur donne une cognition implicite et ainsi un préjugé. Donc, si vous êtes intéressé à la cognition implicite, il y a un site web qui est très excellent, qui est organisé par l'Université Harvard. Ça s'appelle Project Implicit, et puis ça se trouve ici en bas à droite. Et puis, il y a non seulement des exemples et des explications au sujet des préjugés inconscients, mais il y a aussi une bonne liste de références. Donc, pourquoi est-ce que les préjugés peuvent avoir un impact si important en astronomie? Et puis la raison, c'est que la science repose sur un principe ou un, quelque chose qui s'appelle l'examen des pairs. Donc en anglais, pour ceux qui ont déjà entendu, c'est peer review. Donc l'examen par les pairs, c'est l'évaluation du travail par une ou plusieurs personnes qui ont des compétences semblables à celui qui a produit l'œuvre. Et puis, c'est illustré en bas de ce slide ici. Donc, disons qu'on a un astronome qui se trouve ici à gauche, qui a écrit quelque chose, un œuvre, ça pourrait être une demande, ça pourrait être un article de revue. Et puis, avant que cette œuvre-là soit acceptée, c'est ça qui est représenté ici à droite, ça doit passer par un comité des collègues de cet astronome-là. Et puis, les collègues examinent l'œuvre et pour déterminer si c'est une œuvre qui mérite d'être publiée. Et donc, c'est ça l'idée de l'examen par les pairs. Et en astronomie, on fait presque tout avec cette méthode-là. Donc, la valeur scientifique des articles de revue, des demandes de subventions, des demandes d'accès au télescope et des demandes de prix, toutes ces choses-là sont évaluées par l'examen par les pairs. Donc, si un examen est biaisé, soit pour des raisons conscientes ou inconscientes, ça peut avoir un impact important négatif sur les chercheurs en astronomie. Donc, j'ai fait partie d'une étude qui essayait de regarder l'effet de l'examen par les pairs sur l'accès des astronomes professionnels à des télescopes visibles de recherche. Donc, voici une image qui est prise sur le sommet du Mauna Kea à Hawaï. Et puis, les télescopes de recherche les plus importantes au Canada se trouvent là. Donc, en avant-plan, on voit un des télescopes Gemini. Et puis, en arrière-plan, on voit le télescope CFH, donc Canada, France, Hawaï. Et puis, l'accès à la part canadienne du temps d'observation de ces télescopes-là est accordé par un examen par les pairs. Donc, les idées, c'est qu'il y a des comités qui se rassemblent et puis qui évaluent la qualité scientifique des demandes pour le temps. Et puis, les demandes qui ont la qualité la plus haute sont accordées du temps sur le télescope. Donc, effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une note à chaque demande. Et puis, selon notre système, les notes qui sont les plus basses sont les plus bonnes. Et puis, les notes qui sont les plus bonnes ont tendance à avoir accès au télescope. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié les ensembles de notes qui ont été données aux demandes qui ont été soumises dans les dernières 50 d'années, selon si l'auteur de la demande était une femme, c'est ça qui était donné ici en bleu, ou un homme, qui est représenté ici en orange. Donc, sur l'axe des Y, dans cette esquisse, on trouve la note moyenne qui a été accordée à la demande, et puis encore les notes qui sont les plus basses sont les meilleures. Donc, on veut que les histogrammes soient les plus petits possibles. Et puis, il y avait l'ensemble des demandes qu'on a évaluées, c'était un ensemble de 751 demandes. Et puis, on a divisé ça dans des demandes qui étaient données par des professeurs et puis des demandes qui étaient soumises par des étudiants et des chercheurs.
Et ce qu'on voit dans tous les cas, c'est que la note moyenne qui était accordée aux demandes qui ont été soumises par des femmes est pire que la note moyenne qui a été donnée aux demandes qui ont été soumises par les hommes. Okay? Et puis on voit les chiffres ici, je ne vais pas expliquer les chiffres, mais pour ceux qui connaissent la statistique, on a fait une analyse statistique pour vérifier que cette différence était significative. Donc, l'important ici, c'est qu'au Canada, les hommes sont plus probables de gagner du temps au télescope canadien que les femmes. Okay? Et c'est pas un problème canadien, c'est un problème mondial. C'est vrai pour tous les processus d'allocation de temps des télescopes étudiés dans le monde entier. Donc, le processus d'examen des paires apparaît biaisé. On va terminer cette section en parlant un petit peu de l'état de l'astronomie à présent au Canada. Donc, voici des données démographiques sur l'astronomie au Canada au sein des astronomes professionnels. C'est des données qui ont été prises il y a quelques mois, donc c'est des données courantes. Et puis, on voit la fraction d'astronomes au Canada qui sont des femmes. Et puis, j'ai divisé ça en 3 stages de carrière. Donc, à gauche se trouve la fraction des astronomes qui sont des étudiants, qui sont des femmes. Au milieu, c'est les astronomes qui sont soit des chercheurs. Donc, si vous avez déjà entendu le terme postdoc, c'est ça que c'est ici au milieu. Et puis, enfin, à droite, c'est les femmes qui sont, ou la fraction des professeurs qui sont des femmes. Donc, on voit en tous les cas qu'il y a moins de femmes que d'hommes dans la profession, mais plus important que ça, c'est que la fraction des femmes en astronomie décroît à mesure qu'on avance à travers les échelons de l'astronomie professionnelle. En d'autres mots, il y a plus de femmes qui sont des étudiants en comparé avec les hommes qu'il y a des femmes qui sont des professeurs. Et lorsqu'on regarde au sein des professeurs, ça devient encore pire lorsqu'on divise les professeurs en professeurs assistantes, adjointes et titulaires. Donc, si vous avez déjà entendu le terme le tuyau percé, en anglais, c'est leaky pipeline. L'idée, c'est que pour une raison ou une autre, il y a moins de femmes qui sont des étudiantes qui progressent à travers les rangs pour devenir des professeurs. Et puis, c'est probablement le résultat d'un ensemble de préjugés à la fois conscients et inconscients qu'on essaie encore de comprendre. Donc, la Société canadienne d'astronomie a fait une autre étude cette année pour essayer de comprendre le climat au travail. Donc, c'est l'atmosphère au travail et si les gens sont confortables dans leur milieu de travail. Donc, on voit ici un nuage de mots qui représente l'ensemble de réponses qui ont été reçues à ce sondage anonyme. Et puis, malheureusement, c'est en anglais, je n'ai pas eu le temps de traduire celui-là. Mais l'idée ici, c'est que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de connaître un climat de travail négatif, d'être malheureux au travail ou de concevoir un climat qui n'est pas positif à leur succès. Donc, il y a des facteurs à la fois conscients et inconscients qui influencent la sous-représentation des femmes en astronomie. Et puis, donc, une question raisonnable à demander, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce sujet-là? Que font les Canadiens pour régler ce problème-là? Et puis, avant de parler des solutions, il faut apprécier que c'est un problème qui est extrêmement difficile et complexe. Donc, accroître l'équité, la diversité et l'inclusion, c'est pas comme il y a une solution facile, qu'on connaît la réponse et puis il faut juste l'introduire dans la société. On n'est pas encore certain comment régler ce problème-là. Donc, l'idée, c'est d'essayer plusieurs différentes choses pour voir si ça change les chiffres, la statistique que je viens de vous présenter. Donc, je vais vous donner 3 exemples de mesures qui ont été prises dans la dernière année ou 2 pour essayer d'accroître l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, le gouvernement a passé à un examen par les pairs à l'aveugle des demandes d'accès au télescope. Donc, l'idée, c'est que le comité qui évalue les demandes pour le temps de télescope ne connaisse pas si la personne qui a fait la demande est un homme ou une femme. Au sein de la Société d'astronomie canadienne, on soutient les initiatives qui stimulent l'EDI, donc qui stimulent l'équité, la diversité et l'inclusion, à la fois du point de vue de la politique. Donc, on essaie d'écrire des codes de conduite, par exemple, pour s'assurer que nos membres, pour minimiser les préjugés entre nos membres. Et on stimule aussi, ou on soutient aussi des initiatives dans la communauté pour essayer d'encourager les femmes et les enfants, les filles à étudier l'astronomie.
Et puis enfin, la Société canadienne d'astronomie est commise à faire des enquêtes démographiques et climatiques régulières, systématiques et rigoureuses. L'idée, c'est de prendre compte de la communauté astronomique professionnelle au Canada pour qu'on puisse savoir si les mesures qu'on est en train de prendre sont effectives ou non. Donc, il y a encore beaucoup à faire, mais nous avançons. Donc, passons enfin à la troisième partie de cette présentation. Je vais vous présenter des exemples de l'astronomie au féminin aujourd'hui. Donc, encore, on revient au montage qui a été assemblé par Julie. Et puis, j'ai évidemment pas le temps de discuter toutes les femmes fabuleuses qui se trouvent dans ce montage, mais je vais en choisir 3. Les voici. Et puis ici, je vais procéder en ordre alphabétique au lieu de chronologique parce que toutes ces femmes sont des chercheuses actives en astronomie au Canada. Donc, Dr. Laura Ferrarese est une chercheure au Conseil national de recherche au Canada. Elle est professeure à l'Université de Victoria. Elle est directrice par intérim de l'Observatoire Gemini, donc c'est un des plus grands télescopes visibles au monde. Et puis, elle est présidente de l'Union astronomique internationale. C'est la plus grande société d'astronomes professionnels au monde. Et elle fait de la recherche dans les trous noirs supermassifs. Et à cause de ces recherches-là, elle est la récipiendaire de la médaille jubilée du diamant de la reine Élisabeth, de la bourse Hogg et du prix Martin. Donc, on voit quelques images qui représentent ces travaux de recherche ici en bas. À gauche, on voit une galaxie où on a fait un zoom sur le centre de la galaxie et c'est là où se trouve le trou noir supermassif. Et le travail le plus important du Dr. Ferrarese, c'est qu'elle a constaté que les propriétés des trous noirs dans les galaxies sont corrélées aux propriétés des galaxies eux-mêmes. Donc, les trous noirs sont une propriété des galaxies qui change dépendant du type de galaxie qu'on observe. Et puis, elle a fait cette découverte-là avec des données du télescope Hubble, et c'est ça qui se trouve ici à droite dans le graphique à droite. Passons du Dr. Ferrarese au Dr. Sarah Gallagher. Donc, c'est une professeure à l'Université de Western en Ontario. Elle a eu plusieurs bourses de recherche pour sa recherche dans l'évolution des galaxies, donc la ministère de la Recherche et de l'Innovation, des bourses d'études, ainsi que des bourses de vulgarisation. Mais le plus important ici, c'est qu'elle a été nommée la première conseillère scientifique de l'Agence spatiale canadienne. Donc, ça a passé il y a juste une couple de semaines. Donc, pour la première fois, il y a un conseiller scientifique à l'Agence spatiale et puis elle est la première conseillère. Et puis les deux graphiques en bas ici représentent ses travaux de recherche. Donc, elle est une experte dans les noyaux de galaxies actives. Donc, on voit un dessin d'artiste ici à gauche où il y a de la matière qui est en train d'être avalée par le trou noir supermassif au centre de la galaxie. Et pendant ce processus, il y a de l'énergie qui est émise en forme de jet. Et puis, le Dr. Gallagher étudie cette émission d'énergie-là. Et puis, elle est aussi experte dans les groupes de galaxies. Et il y a une image d'un groupe de galaxies qui se trouve ici à droite, qui a été prise par les télescopes Gemini. Le dernier exemple que j'aimerais vous donner, c'est celui du Dr. Vicky Caspi. Donc, c'est une professeure à l'Université McGill au Québec. Dr. Caspi est parmi les chercheurs en astrophysique les plus prolifiques et les plus influents au Canada aujourd'hui, hommes ou femmes. Et son travail a été largement reconnu. Elle a reçu plusieurs différents prix, notamment la médaille Herzberg, la médaille Rutherford, la médaille d'or du Canada, et elle est aussi une compagnon de l'Ordre du Canada. Et son expertise de recherche est dans les étoiles à neutrons. Donc, les étoiles à neutrons sont les états finaux très denses de l'évolution des étoiles massives, donc plus massives que notre Soleil. Et puis, on voit une image d'une nébuleuse. Donc, ça, c'est la nébuleuse de Crabbe qui se trouve ici à gauche. Et puis, on pense que c'est la nébuleuse qui a été produite lorsque l'étoile massive qui était à ce lieu-là a explosé en supernova. Et puis, les études de l'étoile à neutrons au centre de la nébuleuse du Crabbe par le Dr. Caspi a établi un lien physique entre la nébuleuse et puis l'étoile à neutrons. Et en particulier, on est convaincu que la supernova qui a produit la nébuleuse du Crabbe, c'est la même supernova qu'ont vu les Chinois dans l'année 1054, pardon, il y a plusieurs centaines d'années. Et puis la photo à droite ici, c'est encore un dessin d'artiste. Ça représente ce qu'on pense
la structure des neutrons, à quoi ressemble la structure des étoiles à neutrons. Donc, on voit l'étoile au centre ici avec des jets. Donc, ça émet de l'énergie dans son environnement. Et puis, les lignes blanches ici représentent le champ magnétique des étoiles à neutrons. Donc, Dr. Caspi est une experte dans les propriétés physiques des étoiles à neutrons, qui est quand même un environnement très extrême comparé avec celui de la Terre. Donc, on comprend des principes de physique de base très importants en étudiant les étoiles à neutrons. Donc, pendant ce webinaire, j'ai essayé de vous donner un aperçu de l'astronomie au féminin, à la fois dans le passé ainsi qu'à présent, ainsi de parler un petit peu à propos des facteurs dont il faut considérer lorsqu'on parle de l'astronomie au féminin. Donc, je pense qu'on peut, un bon sommaire du webinaire se trouve dans ces 3 points ici. Donc, historiquement, les femmes ont apporté d'importantes contributions à la recherche en astronomie. Donc, j'ai décrit les contributions de 4 femmes en astronomie. Il y en a beaucoup plus. Il y en a même sur le graphique de Julie dont j'en ai pas parlé. Et l'important ici, c'est que pour une variété de facteurs, souvent leur réalisation n'était pas reconnue, ou au moins pas reconnue au temps où ils ont fait leur découverte. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ce fait-là. Et puis aujourd'hui, on va parler de préjugés à la fois conscients, comme la discrimination, et à la fois inconscients. Donc, le fait que les personnes qui essayent d'évaluer les travaux de recherche d'un individuel vont évaluer les femmes et les hommes différemment, pas par exprès, mais juste à cause de l'ensemble de leur mémoire et de l'influence de la société dans laquelle elles vivent. Et puis, ces facteurs influencent l'équité, la diversité et l'inclusion dans l'astronomie canadienne. Donc, on est en train d'essayer d'accroître l'inclusion, la diversité et l'équité. C'est un problème complexe et on est en train de prendre des étapes concrètes à essayer de régler ça. Et on va voir l'impact de ces étapes-là dans le futur. Puis enfin, pour finir, il existe aujourd'hui une fabuleuse communauté de femmes astronomes de renommée mondiale au Canada. Je vous ai décrit seulement 3 de ces Merci beaucoup, femmes-là. Il y a Christine. Donc, une je suis revenue. Je cinquantaine de pense que tout femmes fonctionne, là. qui Désolée pour les sont des petits problèmes techniques de professeurs aux tantôt. universités ainsi que Merci des beaucoup, Christine. chercheurs Super à nos intéressant laboratoires de la de voir un peu les détails. Pendant que je laisse les gens là, écrire des questions s'il y en a, est-ce que tu pourrais juste élaborer peut-être un petit peu plus les préjugés modèles, inconscients? pardon. Et Je pense puis, pas que elles tu sont l'as des mentionné, mais exemples ça, c'est que autant les femmes que les hommes qui vont on est en avoir train ces préjugés-là, je d'améliorer crois, hein? la sous-représentation des femmes en astronomie. Et puis, l'avenir est très prometteur. On comprend de plus en plus les défis que rencontrent les astronomes, les femmes astronomes ainsi que les autres groupes sous-représentés en astronomie aujourd'hui. Et puis, on essaie de prendre des étapes concrètes à accroître ou à éliminer ces problèmes-là. Donc, je vais terminer là et prendre des questions s'il y en a. Merci beaucoup. Mhm. Oui, j'ai oublié de mentionner ça, mais les études montrent que les préjugés les femmes sont autant préjugées que les hommes euh, euh, du point de vue inconscient. Donc, si on donne 2 ensembles de CV, par exemple, à des Je trouve ça comités très d'hommes et des intéressant, moi, parce comités que de ça femmes, montre puis on vraiment les que c'est un problème demande de société en général. d'évaluer ces Le but, c'est CV-là, pas de culpabiliser personne, mais les c'est d'en hommes prendre conscience vont donner et des pires de viser l'amélioration, dans des le fond, pires de tout ça, là. évaluations aux Euh, femmes dans la pile et je les vois encore femmes qu'il vont y a des gens en donner train des pires d'écrire, là. évaluations Je aux viens de femmes dans repenser la à une autre pile aussi. question. Donc, tout simplement J'ai mettre déjà des femmes entendu, puis je sur dois des vérifier avec comités toi si ou c'est parce que il quelque y a une chose dont qui se parle enseignante un qui peu. est une Donc, femme Vera ou parce Rubin, qu'il y a dans un le fond, il y en a j'ai professeur déjà qui est entendu une parler femme, ça qu'elle ne veut aurait pas peut-être dire que dû les gagner un prix préjugés Nobel sont pour sa inconscients découverte différents. de la matière Donc, sombre, dans le fond, un peu les preuves pareil de comme ces matière sombre. préjugés-là Est-ce sont que c'est quelque le chose qui est un peu produit de la répandu dans la société dans communauté astronomique? laquelle on Ou vit. c'est Et oui, puis, elle aurait puisque pu, les mais il y en a femmes et plein les d'autres hommes aussi qui auraient pu, font là. partie de la même Est-ce que tu penses que société, le ils fait que ce ont soit une femme, ça a eu un apparemment les impact, mêmes disons? préjugés. Donc, c'est un sujet qu'on essaie encore de comprendre, mais c'est C'est important peut-être de dur à dire, constater hein? que c'est pas seulement les hommes qui sont préjugés contre les femmes, même inconsciemment, c'est les femmes aussi.
Exactement. Oui. Euh, c'est difficile de dire. Oui, c'est dur à dire. La manière dont le prix Nobel est accordé, une société, c'est un comité qui est très secret. Euh, Certainement, étant donné l'importance de la découverte de Vera Rubin ainsi que d'autres, euh, ça leur été possible de lui accorder un prix Nobel. Donc, je pense que l'importance de la recherche qu'elle a effectuée mérite un prix Nobel. Il y en a d'autres femmes en astronomie où on pourrait dire la même chose. Donc, je n'ai pas parlé aujourd'hui de Jocelyn Bell Burnell. C'est la personne qui a découvert les pulsars, donc les genres d'étoiles à neutrons qui étudie le docteur Caspi. Et puis, la découverte des pulsars a mérité un prix Nobel. Et puis, le prix Nobel a été accordé à la personne qui employait le Dr Bell à ce temps-là, mais pas à elle-même. Donc, ça a été accordé, elle a été laissée disons, dans le noir pour ce prix-là. Et puis, il y en a beaucoup qui pensent qu'elle aurait dû être accordée ce prix-là. Donc, euh, le prix Nobel, c'est le prix le plus OK. évident Juste où on peut mentionner regarder que rapidement la vaste Jocelyn majorité Bell, des dont personnes qui ont Christine gagné un prix mentionne, en fait, Nobel la flèche l'ont fait, pointe sont des sur elle hommes. présentement En dans le fait, coin c'est en le haut à cas gauche pour du même les montage. prix dont on Et n'entend juste pas rapidement, parler ben, il y a une question toujours, super que la intéressante qui vient vaste majorité d'arriver, des mais prix qui mentionner que sont cette accordés semaine, dans le fond, la Canadienne Donna Strickland sont a accordés reçu aux son prix hommes. Nobel. En La fait, physicienne, la pour Canadienne, ces prix-là, il donc c'est faut la souvent troisième femme à avoir nominer, remporté un prix Nobel en physique. nominer les C'est une Canadienne individuels cette pour ces année. Puis je ne sais pas prix-là. si tu as eu Et la puis, on chance voit d'écouter que les femmes, son non discours seulement ne d'acceptation du gagnent pas prix. ces prix En tout cas, je le aussi mentionne à souvent tout que le monde. les Vous avez hommes, 5 minutes et et elles vous ne sont pas comprenez l'anglais. nominées Allez aussi souvent essayer d'écouter que les son prix hommes. Donc, d'acceptation. Là, c'était une belle. il y a C'était beau. Je ne sais pas si tu as eu le temps un d'écouter cycle Christine, là, mais. intéressant et puis il y a des phénomènes. Je pense Ouais. aussi pour les prix, il y a probablement des préjugés qui sont au travail ici aussi. Mais c'est vrai que les découvertes de Vera Rubin auraient pu mériter un prix Nobel. Mm. Ouais. Mm. Il y a une belle question qui est arrivée de Gaétan, là. Est-ce le même constat dans d'autres domaines scientifiques? Je l'ai pas écouté encore, je vais le faire, mais certainement, je pense qu'elle est seule, elle est une des. Il y a donc le prix Nobel en physique a été accordé à 3 femmes dans l'histoire du prix. Il y en a 2 qui vivent encore et elle est une des 2 qui vit encore. Donc c'est un honneur très important. Donc, ça dépend du domaine. Si on parle donc l'astronomie, c'est une discipline de la physique. Et si on compare l'astronomie aux autres disciplines dans la physique, c'est pire dans les autres disciplines. Donc, il y a encore moins de femmes lorsqu'on va dans l'énergie, la physique en haute énergie ou la physique des particules ou la physique. Donc, du point de vue de la physique, les femmes sont moins sous-représentées en astronomie qu'elles le sont dans d'autres disciplines. Si on parle d'autres disciplines scientifiques, c'est Est-ce la même que tu chose pour sais les si, maths juste pour terminer, peut-être, je vous laisse les une maths, chance de décrire une les dernière femmes sont question si très vous voulez, sous-représentées. mais est-ce que tu sais si les En biais chimie, par contre, et en inconscients, particulier en s'il y a eu des recherches, biologie je sais et qu'il y en a, biologie en chimique, fait, il y en a eu fait en fait, c'est un dans petit peu mieux. plusieurs Donc, les femmes sont domaines. mieux Est-ce que, représentées, en particulier je sais qu'en en astronomie, ça semble être un biomédecine domaine très ainsi proactif. Est-ce qu'il y a d'autres qu'en domaines scientifiques qui médecine, sont aussi proactifs de ce côté-là, puis de certains reconnaître les champs de biais la inconscients médecine. et de prendre des Donc, mesures? je dirais que ce que j'ai présenté aussi aujourd'hui euh, est le cas pour toutes les sciences, mais il y en a des sciences qui apparaissent du point de vue de la sous-représentation mieux que d'autres. Puis on essaie de comprendre encore pourquoi c'est le cas que les femmes
ont tendance à mieux réussir, par exemple, en biologie qu'en mathématiques. Oui. Donc oui, je dirais que donc l'astronomie, je pense que du point de vue de la physique, Intéressant. c'est un des domaines qui est le plus proactif. Euh, Est-ce que tu vois la je dirais question? au Oui, point de vas-y. vue de la biologie et de la biochimie, c'est des champs qui sont beaucoup plus grands que le champ d'astronomie. Donc, en partie, le plus grand qu'est un domaine, le plus de recherche, le plus de chercheurs qu'il y a dans un domaine, le plus facile que c'est de faire des études qui démontrent qu'il y a un biais. Donc, je dirais que les biologistes sont un petit peu à l'avance de nous, parce en partie parce qu'eux autres sont capables de faire des études statistiques plus rigoureuses parce qu'il y a plus de biologistes en Amérique du Nord qu'il y a de physiciennes. Mais du point de vue de la physique, je pense que les astronomes sont en avance. Je vois une question. Oui, donc la question, c'est comment pensez-vous stimuler les étudiants pour aller plus loin dans cette spécialité ou domaine? Euh, donc, je pense que euh, je devrais dire que j'ai pas une formation formelle en éducation, donc je vais répondre comme une personne, comme une astronome qui vulgarise un petit peu. Euh, donc, je pense que l'idée de modèle est important. Donc, est importante. Donc, tout le monde sait que si on demande à un enfant de tracer une image d'un scientifique, on dessine presque toujours un homme qui est vieux, qui est qui est habillé d'une certaine manière. Donc, faire certain que les étudiants apprécient qu'il y a une diversité de manières, une diversité de scientifiques dans le monde. Je pense que c'est important. Euh, je pense qu'encourager les filles en particulier, de leur donner l'idée qu'elles sont bonnes aux sciences ou qu'elles sont, et en mathématiques en particulier. Donc, euh, parfois, c'est facile de tous les étudiants, mais les filles en particulier, de devenir découragées parce qu'elles pensent elles ne sont pas bonnes à quelque chose. Donc, leur donner, faire certain d'encourager euh, de développer leurs compétences, mais aussi d'encourager et de leur rassurer qu'elles sont compétentes et qu'elles sont capables d'apprendre les compétences qui sont nécessaires pour progresser dans leur champ ou dans ce qui leur intéresse est important. L'astronomie comme science est un bon, en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, mais en anglais on dit c'est un gateway science, donc une branche de la science euh, qui passionne même les enfants. Donc, c'est très facile, où l'idée, c'est d'être Effectivement. capable d'incorporer Bon, ben, très ces intéressant. Là, je vois qu'on a intérêts-là dans dépassé d'autres l'heure, mais je vois qu'il y a aspects encore des personnes qui du sont en train curriculum d'écrire. en sciences pour être Donc, vous avez une d'utiliser ça dernière question. Là, c'est vraiment le temps de comme un l'écrire. On va arrêter mécanisme pour ça très bientôt. encourager les personnes, et en Donc, particulier en les attendant que filles, les personnes de écrivent leur dernière poursuivre leur question, je vais intérêt te en remercier sciences. encore Donc, je beaucoup, pense que Christine, d'avoir pris le temps c'est peut-être de un tout mécanisme qui est mettre important ça et puis En fait, tu au avais, Canada, nous sommes participé aux parmi les recherches un peu meilleurs au au niveau du monde à faire Canadien, mais l'astronomie au mettre ça de Canada. Et façon puis, accessible là, pour la clientèle, le au sein public, des dans le fond, dans la astronomes découverte de canadiens, l'univers. Là, il c'est y a très beaucoup de apprécié dans femmes les deux langues en qui plus. pourront Donc, vraiment servir très de intéressant. modèle Merci à la beaucoup. fois en français et en anglais dans toutes les provinces. Il y a toutes sortes de femmes qui sont en train de faire de la recherche Oui, actuellement. merci. Ben, autant merci à Donc, ceux qui sont en peut-être direct et ça merci à tous pourrait ceux qui ont écouté servir l'enregistrement. de Au moins la ressources partie que j'ai pour réussi à prendre. Je encourager manque, je pense, ceux qui sont plus jeunes les 5 premières minutes à peu près, là, leur malheureusement, mais on va voir intérêt. le reste au moins. Alors, merci beaucoup tout le monde. Si vous êtes des habitudes à la découverte d'un univers, bien évidemment, on espère vous revoir. Ou si vous êtes nouveau aussi, on espère vous revoir dans nos prochaines formations. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire aussi. Je pourrais, je veux dire, des questions sur la découverte d'un univers ou sur le sujet. Je pourrais relayer l'information à Christine, là, si vous voulez.